Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Ce matin sur Radio Espace, également sur Suite FM Guinée, tous les soirs, vous avez accès à cette émission sous les coups de 18h. Merci à vous qui nous regardez sur Espace TV, ce canal 243 sur les bouquets Canal+. Vous êtes au Sénégal, vous regardez Espace, évidemment, là aussi sur la TNT. Merci à vous tous à l'international, sur la média, diffuse cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, entre autres, sur Facebook. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Merci à Mamoudou Kondé à la réalisation ce matin du côté de la régie, à Cabinet Kondé, à Malissila Poutine, à Mafata Sano, évidemment à toute l'équipe de ce côté. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, à venir. On parlera des 15 ans de Radio Espace. Radio Espace a 15 ans demain. 15 ans de ce travail, 15 ans au service donc de son public qui a fini évidemment par l'adopter. On essaie de comprendre ce matin. Nous allons avoir en direct, si tout va bien, Youssoufa, l'artiste, la vedette évidemment, qui sera d'ailleurs en concert ici à Conakry, du côté du stade Petit Sori de Nongo et également du côté de Bokeh. Ça se passe dimanche évidemment de ce côté, au stade 1er mai de Bokeh. Toute l'équipe, nous serons là et les grandes gueules d'ailleurs, réalisées donc à partir de Bokeh lundi, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Voilà, on parlera entre autres un peu plus tard évidemment de cette enquête avec Tamba Zakari, Milimono, arrêt donc de l'impression des passeports, les dessous, vous avez eu quelques brins évidemment en début d'émission. Possible malversation à la CENI, l'institution fournit les documents. Daouda Mohamed nous en dira plus et puis on parlera de cet autre sujet avec Antoine Kourouma, injure publique, un mandat d'amener contre Fatou Nieloé. Antoine sera évidemment avec nous un peu plus tard dans cette émission, mesdames et messieurs, beaucoup d'autres sujets à venir pour votre plaisir. Nous allons nous intéresser à vos propos sur le 657 39 13 13 avec ce premier message qui nous parvient. Ibrahim de Concasseur, par la culte du travail, l'Afrique réservoir d'importantes ressources humaines, main d'œuvre et ressources intellectuelles devraient pouvoir donc se construire à liberté et indépendance. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, merci beaucoup de la réflexion mon cher ami, même si je ne comprends pas. Merci à vous, merci à Keita Mamadi depuis Tomboulia qui nous écrit, qui pose la question en ce qui concerne le ticket VIP. Je pense que on peut passer à la radio pour en savoir plus là-dessus, mon cher ami. Baldé, Mamadou Maï nous écrit mes condoléances donc à la famille de Funt, que l'âme de notre sœur repose en paix. Amin, mon cher. Merci à Dul de Fogo qui présente également aussi ses condoléances à la famille de feu Ahmed Sékou Touré. Bonjour les GG, c'est une fierté nationale d'avoir espace dans ma nation. 15 ans, ça vaut de l'or. Merci à vous, Lamine, l'inspecteur Colombo, Moussa Mouissila, à toute l'équipe de GG. Et j'ai le rêve un jour de travailler évidemment à Espace, dit cet auditeur. Silla, un jeune depuis El Makono qui nous envoie ce message. Amadou Diallo qui nous écrit également. Bonjour Lamine. Bonjour Lamine. Encore Ami Touré a fait du basketball à Dalaba, Labé, Kindia et Conakry. Elle a même appartenu à la sélection nationale de Guinée. Amadou Diallo, journaliste historien qui nous envoie ce message. Merci beaucoup doyen. Voilà. Lui également qui nous écrit. J'informe M. Jacari qu'on avait l'AMG, l'association des maires de Guinée, qui est devenue l'ACG, association des communes de Guinée, même si la fonctionnalité a manqué dans sa dernière version. Et là, Baba Galdé Souma qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également qui souhaite
Joyeux anniversaire à Radio Espace. Malheureusement, le message de B6 est signé. C'est Abdoul depuis Dubaï qui nous envoie ce message. Merci beaucoup Abdoul. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe du jour. C'est Ali Moussang Diallo, les 15 ans d'Espace. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Je suis reconnaissant. Je présente toutes mes sincères condoléances donc à la famille biologique du feu Ahmed Sékou Touré, Ali Moussang Diallo depuis l'axe de la démocratie qui nous envoie ce message. Intime Diaby, l'enfant de Kourou, je présente mes condoléances à la famille du feu général Ahmed Sékou Touré. Le Sankaris également qui écrit, c'est Alpha Oumar Diallo depuis Dar es Salaam. Le péché de la gerbe financière de l'ancien régime, voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, c'est le péché de la gabégie financière que l'ancien gouvernement a infligé donc à ces paisibles citoyens, c'est l'une des causes de leur chute. Quel dommage, dit ce auditeur ce matin. Ali Moussank qui nous envoie ce message, non plutôt Sankaris qui nous envoie ce message. Merci à ce autre également qui dit bonjour la famille, c'est Adama Ba. À propos du passeport, je demande au ministre de m'aider à récupérer le mien avant qu'il fasse la fermeture donc le 17. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Hein. Merci à cet autre également qui nous écrit. C'est bien Tamba. Voilà. Bonjour Espace. Bonjour Tamba. Je me demande pourquoi tout le temps il y a des problèmes au département qui est censé donc de confectionner les passeports. Dit cet auditeur ce matin. Merci à vous. Et voilà. Aussi hein, sur cet autre message de Guinée équatoriale. Bonjour Espace. Bonjour à toute l'équipe. Je suis entièrement d'accord avec le ministre. Cette société se moque des Guinéens. Par exemple, ici en Guinée équatoriale, il y a une centaine de personnes qui ont besoin de passeports, voilà, visés avant 3 mois. Sinon, nous serons tous expulsés. Voilà, ils nous écoutent du côté de Guinée équatoriale, cet auditeur. Nous allons rester toujours dans le sillage avec cet auditeur. Lui, c'est qui exactement? Mohamed Fofana, qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La société Iris a adressé un courrier le 6 décembre dernier pour alerter donc le département. Le ministre a réagi le 6 janvier. Pourquoi le ministre a pris autant de temps pour soumettre donc la requête à Iris au Conseil des ministres, dit cet auditeur. On reste avec Koulibaly, évidemment, l'ex-ministre de télécommunications qui nous écrit. Nkoro Amin était une belle âme. C'est l'héritage même du président Sékou Touré. L'humilité, l'honnêteté, l'intégrité, le travail, solidarité à tout point de vue. C'est un peu l'héritage que nous a laissé donc nos parents, eux-mêmes issus de la vision et de doctrine sécuritaire. Donc, nous sommes tous fiers, donc, dit Koulibaly, évidemment, Saïd Koulibaly qui nous envoie ce message. Enfin, Moussa Makadiabi également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, mes condoléances les plus attestées donc à la famille biologique de Sékou Touré, dort en paix. Joyeux anniversaire donc à Radio Espace, dit Alpha Moussa Makadiabi. Merci à vous tous à l'international. Nous partons sur le terrain. Il est là, évidemment, mon cher ami Diba Minimono, c'est bien sûr le rappeur, oui, Youssoufa en direct ce matin. Allez, je m'entends là, il y a un retour, hein, c'est assez compliqué. On va lui dire bonjour et bienvenue, parce qu'il y a un retour hein, sur la console, je comprends pas, voilà. Allez, on va essayer de repartir encore une fois. Voilà, Youssoufa, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça va très bien. On vous entend très bien, Youssoufa. Vous êtes en direct? Alors Youssoufa, vous êtes en Guinée pour ce double concert Conakry, ensuite Bokeh. D'abord, dites-nous, vous êtes arrivé hier, ce matin, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Certainement, vous dites que ça va être un concert génial, énormissime. Ouais, je suis bien arrivé hier, très bien accueilli dès l'aéroport, chaleureusement. C'est la première fois, c'est mon premier concert de 2022 et c'est la première fois que je viens à Conakry. Donc il y a forcément beaucoup d'impatience, l'envie de bien faire. Je reçois tellement de messages sur les réseaux sociaux autour de ce concert depuis des années et puis surtout depuis récemment, depuis qu'on a commencé à communiquer. Donc je sens que ça va être un très très grand concert. On est en train de faire en sorte pour qu'on puisse
D'accord. Alors, que ça soit encore mieux que les gens l'espèrent encore. D'accord. Le premier concert, c'est ce vendredi. Youssoupha, on vous connaît pour vos textes poignants, lyriciste bantou et tout. Vous avez de l'impact sur beaucoup de rappeurs africains, notamment des jeunes. Et vous venez en Guinée, un pays aussi qui a un passé sur le plan, si je peux le dire ainsi, de la musique urbaine, notamment le rap, puisque c'est ce que vous faites. Alors, ce concert de demain, à quoi le public peut s'attendre concrètement? Déjà, on va essayer de mélanger les cultures, c'est-à-dire que c'est moi qui viens en concert, c'est important. Il y a des gens qui aiment ce que je représente, avec à travers moi, mon père congolais, ma mère sénégalaise. Je vais en Côte d'Ivoire, mais je chante souvent le panafricanisme, et du coup, on va faire participer aussi toute la culture urbaine guinéenne, avec pas mal de rappeurs qui seront à l'affiche aussi. Certains diront en première partie, mais je pense que non, on va organiser toute une soirée de concert. Il y aura certains artistes qui vont même participer pendant mon show. Donc on va mélanger les genres, et ça sera pas juste moi qui arrive en Guinée et qui amène mon truc, et les Guinéens, artistes comme public, vont m'apporter quelque chose. Ça va être vraiment une soirée exceptionnelle ce soir-là, vendredi. Oui, Tamba. Alors, ce sera une soirée grandiose comme vous le promettez. Youssoupha. Il y a certes des promesses, il y a des surprises que les artistes ont l'habitude d'avoir. Mais moi, je voudrais avoir une faveur ce matin. Est-ce que le titre Mon Roi, est-ce qu'il va être présenté? Est-ce que ce titre viendra sur scène, Youssoupha? Pour être honnête avec toi, c'est un choix que le peuple guinéen ne me laisse même pas. C'est-à-dire que je pense que je ne pourrais pas prendre mon avion retour si jamais je n'interprétais pas cette chanson, parce qu'on m'en parle tout le temps, en permanence. Il est trop important pour une génération, ce morceau. Donc Mon Roi sera obligatoirement dans la setlist. À quel moment, je ne peux pas le dire bien sûr, mais c'est un morceau trop important pour notre génération, et tel que les gens l'ont reçu un peu partout dans le monde, et notamment en Guinée. Bonjour Youssef, d'abord bienvenue au pays, et puis bonne et heureuse année. Ouais, c'est vrai que ce titre, moi, c'est un titre avec lequel je m'endormais, parce que le texte est poignant, fort. Ce qui te caractérise, pour moi, pour les gens de ma génération, c'est ton ouverture d'esprit, ton multiculturalisme. Tu as collaboré avec des gens comme Snoop Dogg, avec 50 Cent. Tu as, je crois, en 2011 ou 2012, tu as collaboré avec Noir Désir. Un groupe que moi j'adore. Donc cette frontière non poreuse, enfin c'est cette ouverture que tu as faite au monde du rock, tu as été l'un des premiers rappeurs français à le faire, et aujourd'hui te voilà venu dans l'un des pays phares de l'Afrique de l'Ouest et du panafricanisme. Qu'est-ce que tu as ressenti d'abord hier quand tu as débarqué à l'aéroport, parce que je suppose que c'est la première fois que tu viens en Guinée, et puis deuxièmement, comment tu ressens la jeunesse guinéenne? La première question fait écho à la deuxième, c'est-à-dire que moi hier en arrivant c'était beaucoup d'émotions, parce que tu l'as bien précisé, c'est un pays de panafricanisme, de militantisme, d'identité africaine forte, et les gens qui me suivent un peu savent à quel point le militantisme est important pour moi, la revendication africaine, l'identité africaine est important pour moi, et comme tu l'as bien dit, la Guinée porte ça depuis des années, même avant que nous on arrive au rap, bien avant même que nous on arrive au monde. Et la jeunesse guinéenne garde ça. Peut-être qu'ils ont cultivé ça encore un peu plus que précédemment. Dans un monde un peu occidentalisé, où les repères ils sont surtout occidentaux, généralement les références culturelles et historiques de la jeunesse d'ici se portent beaucoup justement sur les discours de panafricanisme. Et ça, là, je le ressens. Les gens me parlent beaucoup de mes textes, des références que je fais. C'était l'un des pays d'Afrique que je n'avais pas fait, notamment en Afrique francophone. Je suis allé partout.
Et c'était une erreur que je ne sois pas encore venu à Conakry. Et là, on est en train de le réparer, en fait. Et un peu comme j'ai ressenti ce qu'on trouve dans des pays très militants comme le Burkina Faso. Ici, on ressent un peu cette fibre-là, cette énergie-là. Et j'ai hâte de le voir, ce que ça va donner un peu sur scène avec les morceaux importants comme Mon Roi, comme Entourage. Tous les textes importants qui ont porté ma carrière. Allez-y, Antoine. Pardon. Youssoupha, permettez que je vous tire mon chapeau. Je fais partie de vos nombreux fans en Guinée. Vos textes, parfois, je les écoute dans la voiture. Ils sont assez profonds, ils sont assez sensibles et très sensés. Alors, dites-nous, parlons du titre Mon Roi. Est-ce que c'est une imagination ou c'est un texte imaginaire ou vous l'adressez vraiment à votre fils? Parce que j'ai suivi l'émission... comment dire? Couleur tropicale. Non. The Voice Afrique francophone. J'ai suivi l'interprétation de cette chanson. Vous avez fondu en larmes avec votre fils. Sincèrement, j'ai été touché par la manière par laquelle vous avez interprété la chanson. Dites-nous, ce texte, est-ce que c'est comme tous les autres ou il est vraiment adressé à votre enfant? La deuxième question, c'est le public guinéen, la jeunesse guinéenne est beaucoup habituée au rap. Je sais que demain, ils seront très nombreux à venir à ce concert. Dites-nous ce que vous leur réservez comme surprise sur scène. C'est qui Youssoupha de façon spécifique? Alors, merci déjà pour vos compliments. La chanson Mon Roi, pour être honnête avec vous, oui, à la base, il s'adresse à mon fils. C'est-à-dire que je l'ai écrit pour mon fils. Alors là, je l'ai sorti un peu vite parce que quand j'ai eu l'idée de cette chanson, je pensais que c'était une chanson pour plus un adolescent. Mon fils, il avait 11 ans quand le morceau est sorti et j'imaginais plus que ça va être un texte pour quand il aura 16-17 ans et qu'il serait sur le point de devenir adulte. Enfin, et qu'il serait jeune adulte. Mais je me suis dit, c'est un texte important, donc je vais... Et puis, que Dieu nous garde, mais on ne sait pas combien de temps on va être là, donc autant que je le sorte maintenant, un jour il le comprendra. Mais très vite, en commençant à l'écrire, j'ai vu que c'était pas seulement de mon fils dont je parlais. Non seulement je parlais de mon fils, mais je parlais de tous les gens qui ont des enfants. Et même pour aller plus loin et pour être honnête avec vous, si vous écoutez bien ce morceau, finalement, il ne parle pas autant que ça des enfants. En fait, il parle des enfants, mais en fait, il parle des parents. Il parle des parents imparfaits que nous sommes. Toutes les réponses qu'on n'a pas eues, je les transmets à mon fils, mais en vrai, c'est parce que moi-même, je n'ai pas les réponses. C'est parce que c'est des questions que je me pose et que tous les parents du monde se posent parce qu'ils sont imparfaits et pas aussi parfaits qu'ils auraient aimé être. Tu vois, les gens sont touchés par cette chanson parce que c'est une chanson qui révèle qu'on n'est pas parfait. On essaie de faire de notre mieux en tant qu'homme, femme et en tant que parents. Et finalement, il parle beaucoup plus de nous que de nos enfants. Et c'est juste bien que nos enfants nous voient sous un jour où on avoue nos défaillances et nos faiblesses. Et donc oui, comme j'ai dit, il va être interprété au concert. Après, les surprises du concert, si je vous l'ai dit, je suis obligé de vous tuer. Je peux pas vous dire. Les surprises, c'est des surprises. Évidemment. Il faut que je garde encore un intérêt pour ceux qui viennent. Ouais, évidemment. Merci, ouais. Allez-y, Jacques. Deux petites questions rapidement. Vous avez maintenant des petits moments en Afrique parce que vous habitez à Abidjan. Dites-nous, comment est-ce que vous observez cette musique urbaine du côté de l'Afrique, une musique engagée? Est-ce que vous pensez que sans vous, ces Africains qui chantent par là aussi peuvent, n'est-ce pas, faire bouger les choses? Et j'ajoute à cette question l'actualité du côté du Mali, puisque vous parliez tout à l'heure du panafricanisme. Vous avez ce sentiment-là ou ces mots-là qui reviennent, n'est-ce pas, dans le discours des politiques, mais également des activistes qui sont aussi dans le monde musical. Comment est-ce que, de quel œil vous observez ce qui se passe maintenant là au Mali? Alors concernant la première question, oui, j'ai toujours regardé la musique urbaine africaine, même quand j'habitais en France. Même de loin, ça m'intéressait, mais on va pas se mentir, le fait d'être sur le continent, ça nous rapproche de ça. Et je suis plus
au courant et connecté avec ce qui peut se faire. Par exemple, c'est en habitant à Abidjan que j'ai rencontré un rappeur comme Jupiter Da Vibe, qui est un Guinéen très, très, très actif, très talentueux. Peut-être que je ne l'aurais pas connu de l'époque où j'étais beaucoup plus souvent à Paris que sur le continent, même si je reviens souvent sur le continent. Là, quand même, la connexion, elle est plus directe. Et lui, par exemple, m'a fait découvrir d'autres artistes. Le fait de voyager dans la sous-région, d'être en contact avec pas mal de médias de la sous-région me fait rencontrer beaucoup de gens. Là, le fait de revenir en concert à Conakry me permet de rencontrer les artistes qui vont être sur scène avec moi. Donc la connexion, elle est importante. Et je tiens à appuyer, dans le sens de votre question, que bien sûr, c'est l'activisme aussi des artistes, pas seulement rap, qui aide aussi la jeunesse africaine à avancer. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer la culture urbaine en Afrique. Respect pour les internationaux, comme on peut être considéré nous, mais c'est vrai que c'est les artistes locaux qui font quand même la richesse des genres musicaux en Afrique, sur le continent et partout ailleurs. Et ça fait écho à ce que tu me disais par rapport au Mali. La situation au Mali, moi je la déplore. J'ai une pensée forcément émue par rapport à ce peuple-là, qui demande son droit de disposer de lui-même, son droit de souveraineté. Quand on dit ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Tous les peuples ont le droit à la souveraineté. C'est aussi vieux que l'indépendance. Et le peuple malien est un peuple digne. Le fait qu'il soit en ce moment isolé, lâché par certains, négligé, et qu'on ne lui donne pas la possibilité de... Enfin, certains ne lui reconnaissent pas la possibilité de disposer de son destin. C'est quelque chose qui me gêne. Les peuples africains, comme tous les peuples du monde, ont le droit d'être des peuples souverains et de décider de leur destin. Et les Maliens ont ce droit-là, le plus suprême. Donc je pense à eux fort. Je pense aux artistes maliens qui essaient de porter leur voix, et j'essaie à mon petit niveau de relier ça aussi. Il ne devrait pas se passer au Mali ce qui se passe actuellement. Voilà. Youssoupha était en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Rendez-vous d'ailleurs ce soir à 20h avec Houssen Kaba, évidemment, pour une émission spéciale dès 20h. Merci beaucoup Youssoupha. Les GG, les Grandes Gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Également sur Espace TV tous les matins, vous avez accès à cette émission évidemment pour votre plaisir, mesdames et messieurs. On continue évidemment avec votre enquête, mon cher ami Tamba Zakari Minimoun. On parle d'Iris ce matin. Ben voilà, on a fini avec Youssoupha, revenons avec nos démons. Oui, parce qu'il y en a beaucoup dans ce pays. Il faudra réfléchir à les exorciser de temps en temps. Colonel Doumbouya. Voilà. Bon, jusqu'à quelque temps, j'étais en train d'expliquer comment on s'est retrouvé avec cette situation de rupture où Iris a écrit au département pour lui expliquer qu'il y aurait rupture en lui proposant l'alternative d'aller avec de nouveaux carnets de couleurs différentes, ce qui n'a pas pu être acquis parce que tout simplement c'était une décision beaucoup trop longue. Fallait passer par le département, passer par les ministres, donc le conseil interministériel, puis le président, qui, lui, avait finalement les seules prérogatives pour dire oui, on change de couleur ou pas. Et d'ailleurs, c'est pas comme si... le passeport est un document très, très sensible. Vouloir changer certes, les États sont souverains, mais il y a des éléments importants qui font que le processus va devoir aller à toutes les instances, comme par exemple l'autorité de navigation là, aérienne, il y a ce nom-là. Voilà, donc il faudrait aller jusque-là, apporter ces nouvelles informations, les faire admettre de ce côté, puis lancer le document de voyage. Lamine, donc ce qui s'est finalement passé, c'est que cela n'a pas pu être accordé. Et comme je vous le disais tantôt, Iris, c'est comme se mettre un peu soi-même le doigt dans l'œil, parce que lorsque tu participes à une réunion et que tu signes un procès verbal, tu t'y engages. Évidemment. Et le procès verbal a clairement dit, comme nous avons vu cela tout à l'heure, que l'organisation s'engageait de manière urgente à fournir une quantité suffisante de carnets
ce qui n'est pas encore le cas. Les grandes gueules. Heureusement pour les Guinéens et ceux qui demandent les passeports, ce matin, Iris, s'ils n'ont déjà pas quitté, quitte Dubaï pour la Guinée, avec au minimum 5000 carnets pour la Guinée. Je veux rappeler qu'il y a un stock qui existe. Et ce stock est de 1100 carnets. 1100 carnets qui existent, les carnets habituels, hein, ceux en vigueur, donc le vert sombre qui existe, mais c'est vraiment pour les cas de force majeure, c'est pour les étudiants, c'est pour les missionnaires et c'est pour les évacuations. Si quelqu'un tombe malade tout à l'heure et qu'ils doivent être évacués, d'ailleurs, je recueillais ces informations la veille, on avait fait évacuer comme ça une Guinéenne, nécessiteuse par ailleurs, que l'État a pris la décision d'évacuer de la Guinée. Il fallait prendre dans ce lot-là pour la faire évacuer. D'autres étudiants avaient été bloqués là au niveau du ministère. Le ministre a dû prendre la décision de leur donner une quantité de ce lot-là. Sinon, ils perdaient leur inscription au niveau international. Et puis enfin, c'est les missionnaires de l'État. Quand vous devez sortir, justement, vous avez besoin de ça, il faut pouvoir délivrer ces carnets-là. Donc, la deuxième chose qui est importante mais cruciale à prendre en compte et qui vient confirmer le communiqué que le ministre a pris, c'est de dire tout simplement qu'en cas de refus d'approvisionnement ou de crise née de la rupture de livret, de passeport, la responsabilité de la société Iris est entièrement et pleinement engagée vis-à-vis de l'État guinéen. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est un document que je suis en train de lire, c'est exactement ce qui a été fait. Et donc, ce document a été signé, vous pouvez vous-même voir ici les signatures. Bon. C'est un annexe au contrat ou c'est... Non, c'est pas un contrat, c'est un procès verbal de réunion. C'est un procès verbal de réunion. Comme vous avez pu l'imaginer, vous ne rencontrez pas, vous n'accédez pas à ce type d'informations sans poser la vraie question de la vague de polémique qui est née finalement de l'écrasement des passeports. Alors, je le disais hier, suite à ces informations que nous avons glanées ça et là, Lamine, 14 620 passeports ont déjà été écrasés en Guinée. 14 000. Pour quelle raison? De 2014 à 2021, à décembre 2021. 14 620 passeports ont été écrasés là-bas par la DCPAF. Les raisons de l'écrasement de passeports, c'est quand soit il y a des anomalies. Il y a des anomalies sur le nom, on écrase un passeport. Lorsque c'est expiré, c'est toute une autre procédure. Ça, c'est la raison la plus commune. Lorsqu'il y a des anomalies, des erreurs que eux, ils ont commises dans la conception du document, dans la fabrication du document. Mais en Guinée, ce qui se passe avec les passeports, c'est que lorsque vous avez envie de changer de nom, vous avez envie de changer d'année de naissance pour pouvoir accéder à ceci ou à cela. Lamine, malheureusement, c'est des informations que je ne peux pas balancer, mais j'ai pu justement accéder à quelques cas comme ça, très clairement, où pour changer de nom, la requête, et ça c'est très récemment que c'est arrivé, que ça s'est passé, rien que pour changer de date, de date de naissance, ça a été admis. Ça a été admis. Grande gueule. Bon, et à la demande de nos informateurs, je vais devoir conserver cette information-là. Mais je le dis encore une fois, ce qui se passe en Guinée, c'est cela. Et on vient avec un code précis. Lorsque vous êtes au niveau du ministère de la Sécurité, on vous envoie un dossier de passeport et vous voyez mentionner là-dessus E, c'est le code pour dire écrasé. Dès que vous voyez mentionner là-dessus E, c'est le code pour dire écrasé. C'est pas comme ça que ça se fait, mais dans les rouages et dans la belle manœuvre qui a été orchestrée à ce niveau, on mentionne le truc E. Maintenant, les passeports. Lamine, il faut dire à nos Guinéens que les coûts d'écrasement, parce qu'il y a des coûts au niveau de l'écrasement, ceux qui auraient dû se faire gratuitement, à part ce que l'on paye au niveau de la banque, il y a des coûts qui s'engrangent aujourd'hui. Si vous êtes dans ce réseau-là, vous pouvez bien vous en tirer. Parce que le plus petit coût pour écraser un passeport aujourd'hui en Guinée, c'est 10 millions de francs, c'est 1000 $. Enfin, 1000 €. Pour écraser le passeport, c'est le plus petit coût. Et c'est totalement mafieux. Ça n'entre pas dans les caisses de l'État. Ce sont des acteurs qui trouvent cet argent. Mais là où je vais vous dire ce qu'il y a de plus grave, c'est que derrière le limogeage du directeur central de la police de l'air et de frontières, le dernier, il y a
beaucoup de dossiers d'écrasement de passeports. Personnellement, j'ai pu voir un témoignage manuscrit d'un des éléments qui ont bénéficié suite à certaines enquêtes. Cet élément s'est donc prêté à témoigner sur ce qui s'est passé dans le processus d'écrasement. Lamine, il a payé 5 000 € pour que son passeport soit écrasé. Je n'affirme pas d'emblée que M. Sankon a bénéficié de cet argent. Ce que je dis ce matin, c'est qu'il y a une seule autorité en Guinée qui écrase un passeport. C'est Sankon qui a été, c'est le DCPAF. Quand vous êtes directeur central de la police et de l'air des frontières, c'est sur un seul ordinateur, avec un seul programme, avec un seul code. Vous pouvez avoir le code, mais il faut être sur la machine, sur ce logiciel, pour pouvoir écraser le passeport. Or, cet ordinateur-là, ce programme-là, est installé au bureau du directeur central de la police de l'air et des frontières. Il a été nommé par décision de monsieur le ministre, c'est même pas par arrêté, si je ne me trompe, par décision de monsieur, alors qu'il aurait dû être nommé par décret. Donc c'était un intérimaire en attendant une décision, soit de confirmation ou de nomination d'une autre personne. Et c'est sur cette base que M. Sankon a été nommé. C'est les informations que nous avons. C'est technique, je ne peux pas répondre à cette question, Ahmed. Et donc, ce qui arrive, pour écraser un passeport, il y a les mentions qui sont faites, semble-t-il. Le ministre doit pouvoir confirmer, parce que c'est lui qui doit pouvoir dire oui, allez-y. Et l'écrasement se fait au niveau de la DCPAF. Comment on en arrive là? C'est un réseau, mais assez particulier, qui dépasse même les limites du ministère. Et ça, c'est important de le dire. Jusqu'au moment où on est en train de parler, je ne vous parle pas du temps de Alpha Condé, je vous parle de maintenant. Oui, j'ai bien compris. Exactement, je vous parle de maintenant. Le SNRD. Alors donc, il y a beaucoup d'explications comme ça qui sont en train d'être données. Une première à laquelle nous avons pu accéder, c'est que plusieurs requêtes comme ça auraient été introduites dans le portefeuille, le parapheur de monsieur le ministre, qui aurait signé comme ça des documents ordonnant l'écrasement de passeports, ordre dont il ne s'est pas rendu compte. Et monsieur Sankon qui serait venu et qui aurait ordonné, qui a donc procédé à l'écrasement. Ça, c'est une chose. Mais de l'avis c'est des avis que j'essaie de relayer ce matin. Ça, c'est une première explication. L'autre avis qu'on a pu obtenir aussi, c'est que monsieur le ministre était totalement porté à l'écart de ce qui s'est passé. Et en demandant la situation à la fois des écrasements et de l'impression des passeports diplomatiques, parce que justement, des passeports diplomatiques, comme vous savez, il y a eu cette suspension, mais dernièrement, le passeport diplomatique d'un grand quelqu'un a été justement imprimé, délivré au niveau de la DCPAF, effectivement, M. Alpha Condé, qui a bénéficié de son passeport diplomatique. Et donc, en dehors de ces procédures-là, au niveau de l'autorité du ministère, ce qui est dit, c'est que M. Sankon aurait versé dans ce trafic, bénéficiant, d'après ces dires-là, d'argent, pour écraser les passeports. Mais je le redis encore, le coût du passeport, et ce n'est pas légal, le coût de l'écrasement du passeport aujourd'hui part de 10 millions de francs guinéens à 5 000 €. Et pour les 5 000 €, j'ai vu de mes deux yeux, comme je l'ai dit hier, j'ai vu ce témoignage-là, effectivement, d'une personne qui a pu bénéficier de cela et qui a pu être épinglée finalement par l'autorité du département. Donc du trafic existe sur l'écrasement des passeports. On espère que pour une fois, on puisse s'arrêter. Et ce n'est pas du tout pour le bien de la Guinée, parce que n'importe qui peut changer de nationalité, peut changer de nom, peut changer de date de naissance, parce qu'il y a au niveau du département des gens qui sont prêts à recevoir de l'argent et à rendre ce sale service. Justement, Tamba Zakari Milimono, mesdames et messieurs, avec cette enquête exclusive, évidemment, peut-être dans un instant, nous allons essayer de joindre, évidemment, Sankon. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.
le matin sur Radio Espace. Vous nous écoutez également sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Mon cher Diba, on a écouté cette enquête de Tamba. Oui, tout à fait, parce que depuis ce communiqué du ministre, il fallait s'attendre quand même à un développement de la situation. Mais il faut rappeler que Iris est venu en Guinée par le biais du ministre Koutoubou Sano. Voilà, donc c'est lui, avec ses déplacements à l'étranger, qui a fait connaissance des responsables de cette société. Et donc, lorsqu'il a vu la prestation, parce que c'est une société qui opère au Nigeria, au Sénégal, même pour les cartes d'identité biométrique du côté du Canada, c'est Iris qui fait la conception. Donc, quand il a vu la qualité du travail, il a proposé la société au président. Le premier passeport d'Alpha Condé biométrique, ça a été fait par Iris. À l'époque, c'était en Malaisie, parce que c'est une société malaisienne. Donc, c'est après ce qui a mené cette convention en 2013. Mais il faut rappeler que la convention a été très mal ficelée. Parce que si vous regardez les obligations de l'État guinéen, c'est que l'État lui-même s'est piégé. Aujourd'hui, on est obligé de faire la production dans les locaux du ministère de la Sécurité, ce qui joue même sur le travail du département. Finalement, le travail du département s'est réduit pratiquement à la conception des passeports, alors qu'on est dans une situation de sécurité nationale. Donc, l'État avait dit dans la convention qu'ils allaient fournir les locaux dans le cadre de la production, la connexion, mais aussi l'électricité. Et de l'autre côté aussi, Iris s'engageait à supporter les coûts de conception, de livraison de ces passeports-là. Mais sauf que, avec le temps, il faut rappeler que Iris est représenté en Guinée par une société qu'on appelle Luba, qui est dirigée par un certain Silla, parce que c'est une sous-traitance, parce que Silla, il a fait la Malaisie. Lorsqu'ils ont venu négocier avec l'État guinéen, c'est lui qui était au devant. Donc finalement, ils l'ont confié la représentation en Guinée à travers son entité Luba. Mais sauf que le département se plaignait depuis plusieurs années de l'inaction de M. Silla, parce qu'on remontait des informations comme quoi il y avait des ruptures, et donc finalement ils ne relayait pas l'information au niveau de la société mère. Donc qu'est-ce que le ministre décide? Ils ont posé des conditions. C'est vrai que Iris va rentrer en Guinée soit aujourd'hui ou plus tard demain, mais il y a des conditions qui les attendent sur table. La première condition, c'est de réviser cette convention-là, parce que l'État estime que il faut qu'on décentralise la production du passeport. Peut-être casser le monopole. Justement. Il faut soit casser le monopole, ou en tout cas, ils disent qu'ils vont résilier quand même le contrat avec Luba. Parce qu'ils se sont plaints de M. Silla, de sa prestation. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas casser le monopole. C'est pas un marché. Justement, comme ça. voilà. Donc, c'est une question de souveraineté. De documents de sécurité. Allez, Jacques. Tu nous tympanises, Jacques. Cette histoire de Lamine. Jacques, Lamine. Non, mais il faut être. Non, mais Jacques. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut casser le monopole. Donner à tout le monde la possibilité de confectionner les passeports. Peut-être pas casser le monopole. Vous voulez que l'État donne à beaucoup de personnes la possibilité de confectionner des passeports? Je finis. Le passeport. Je finis. Quand même, je finis. Je disais qu'il y a des conventions. Non, mais sincèrement. Il a raison. Voilà. Il a raison. Je disais qu'il y avait des conditions sur table. Moi, je ne plaide pas pour. Mais quand même, quoi. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Jacques a raison. Parce que les passeports, quand même, c'est une question. C'est l'identité, c'est des données à protéger. Je suis d'accord. Il y a des conditions sur table. D'abord, il faut décentraliser la production. Ça, ils disent qu'on ne peut pas continuer à produire dans les locaux du département. Le département a d'autres missions à faire. Donc, ils ont commencé un projet pilote, je pense, à Matoto ici. À Matoto, je pense qu'ils ont commencé. Il avait dit ici, le ministre, peut-être qu'il allait d'ailleurs parce que dans chaque commune, je vous ai écouté, dans chaque de l'autre côté, c'est vers Kamayen. La convention exigeait ça, mais jusque-là, ça n'a pas été réalisé. Dans chaque commune, selon les dires du ministre, il faudrait qu'il y ait une cellule de production des passeports. Donc, il faudrait, dans chaque commune, qu'il y ait une cellule de production, pas logée dans les commissariats, mais qu'on construise des sièges pour la production. Ça, c'est la première condition. L'autre condition, c'est de garantir la fourniture du carnet dont Tamba parlait. Et ça, ils ont proposé une autre solution, je pense, qui est importante, c'est de créer une unité de production des carnets en Guinée. Donc ça, si on le fait, c'est en termes d'emploi, ça peut avoir des implications pour les jeunes Guinéens. Si on crée cette unité de production sur place, pour éviter à chaque fois qu'on attend nous avons les livrets, c'est bon. Mais ce que je veux dire, Lamine, c'est qu'il y a un chiffre qu'on ne dit pas, c'est les 2 millions de dollars qui ont été donnés par Iris pour construire le siège au niveau de Fondis. Ils ont commencé la construction depuis des années, mais sauf qu'ils se sont arrêtés à une seule dalle. Wow. Et on estime que c'est M. Silla qui aurait reçu l'argent pour bâtir ce siège, pour éviter que la production se fasse au niveau du ministère de la Sécurité, sauf que le siège n'a jamais été, la construction n'a jamais été bouclée, et malheureusement ce bâtiment, il est là-bas, on attend toujours. Donc voilà autant de raisons qui amènent aujourd'hui le ministre à dire Luba, on met un terme à contrat avec Luba, peut-être on peut recruter
une autre entité filiale de Iris, mais on ne va pas continuer avec Louba parce que le département s'est plein de sa prestation, mais également de ce siège dont les 2 millions de dollars juste là qui ne sont pas justifiés, et donc ce siège qui attend quand même d'être achevé. Ouais. Maintenant, il y a des citoyens qui quittent l'intérieur du pays pour venir ici pour le passeport. Ouais. L'autre aussi proposition, c'est d'électroniser les choses. C'est-à-dire, est-ce que les gens peuvent, du côté de Zéry-Corée, en attendant qu'on puisse construire les sièges là-bas, à travers une solution électronique, s'enregistrer et envoyer les données à Conakry, on traite et on vous livre votre passeport. Donc voilà autant d'oppositions qui sont sur table et que le ministre veut mettre en avant. Je pense qu'avec de telles idées, il a de bonnes idées, même si à un moment on disait lui aussi il veut de l'argent, est-ce qu'il ne veut pas donner le marché à une société qui serait proche de lui? Moi je me méfie de cette alternative. Ce que je veux dire tout simplement, l'initiative elle est salutaire. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné dans les BOT, qu'on négocie bien les conventions, parce qu'après les 15 ans, normalement, c'est l'État qui aurait pu reprendre la main pour poursuivre les choses, mais sauf que malheureusement, la convention a été mal ficelée. C'est une patate chaude, hein, mon cher Antoine. Plus que chaude. Attention, ça va dégommer. C'est un souci sérieux. Je suis d'accord que la convention, si on trouve qu'il y a des anomalies, qu'il faut la reviser. Mais moi, mon problème, c'est surtout au niveau de la procédure, de la méthode par laquelle on procède. Mais Tamba, tout expliqué là, Antoine. Justement, je vais en venir. Voilà. Parce que j'ai des éléments d'appréciation que je vais apporter. Oui. On a adressé, parce que Tamba a commencé par cette lettre adressée au DCPAF le 6 décembre. Et normalement, de manière administrative, lorsqu'on vous adresse une lettre, on attend en retour une réponse. Il n'y a pas eu de réponse de la part du département. En lieu et place d'une réponse, il y a eu un approuvement. On a approuvé, parce qu'il y a une proposition de couleur de passeport. Une couleur vert sombre et l'autre vert clair. On a vu ce cachet du DCPAF qui a coché sur le vert clair. Les Malaisiens n'ont pas imprimé les passeports au nombre de 20 000 au hasard. Ils l'ont fait parce qu'il y a eu un cutis du DCPAF à travers ce cachet qui a été posé sur le passeport vert clair. C'est sur la base de cela que les 20 000 ont été imprimés. Et donc, en lieu et place donc de cette lettre-réponse, on a vu une mise en demeure du ministre qui est arrivée un mois plus tard. On leur adresse une lettre le 6 décembre. En retour, on fait une mise en demeure le 6 janvier 2022. En lieu et place d'une lettre-réponse à un courrier administratif. La mise en demeure qui donne 7 jours à Iris pour régler des problèmes qui ont été signalés. C'est là où ma première interrogation intervient. Pourquoi le ministre n'a pas répondu au courrier à eux adressé? C'est une première interrogation que je me fais. L'autre interrogation, on donne 7 jours à Iris pour répondre à 3 points qui ont été soulevés par le ministre. Mais avant l'expiration des 7 jours, on sort un communiqué. Le communiqué apparaît, je crois, c'est entre le 11 ou le 12. On sort un communiqué pour informer que dans les jours à venir, on va soit résilier ou reviser le contrat. Mais on a donné un délai de 7 jours à une entreprise pour obéir à une injonction du ministre, mais qu'on attende que les 7 jours expirent pour voir si l'entreprise sera à mesure de s'exécuter ou pas. Mais ça ne finit pas. Déjà, parce que je crois que le communiqué est sorti, la lettre du ministre était le 6 ou le 7 janvier, mais avant, les 7 jours expiraient le 14. Avant que le 14 n'arrive, on sort un communiqué le 12 janvier pour indiquer qu'on va soit résilier ou reviser le contrat. À ce niveau-là, je me dis qu'il y a une certaine précipitation dans les façons de faire du ministre. De l'autre côté, toujours dans les reproches qui sont faits à Iris, lorsqu'il a émis la lettre en disant qu'il y a crise mondiale, il faut que cela soit attesté, parce que ce n'est pas qu'en Guinée que Iris se trouve. On a parlé du Nigeria, du Sénégal et d'autres pays à travers le monde où Iris est présent. Comment se fait-il qu'au Nigeria, où il y a plus de population que la Guinée, le travail se fait convenablement? Là-bas, c'est plus de 200 millions d'habitants. Mais en Guinée, on est pratiquement 14 millions, voire 13 millions. Et qu'il y ait des soucis dans la confection des passeports en Guinée, il faut s'interroger sur ce qui se passe. L'interrogation que je me fais par rapport à l'exposé fait par Tamba, c'est par rapport aux écrasements de passeports. Tamba dit que dans les courriers qui ont été adressés au ministre, lorsqu'il a paraphé les courriers, il n'a pas été vigilant. Je voudrais juste que tu dises ce que j'ai dit. Que tu dises ce que j'ai dit. Je te paraphrase. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Non, je ne l'ai pas dit. Je peux répéter. Le ministre a certainement approuvé. Je n'ai pas dit ça.
Je peux le redire. Va reprendre ce que tu as dit. Je peux le redire. Reprends ce que tu as dit. J'attends. J'ai présenté 2 explications. Deux explications. La première, et toutes sont au conditionnel. Toutes. Le ministre aurait reçu dans son parapheur. Et ça, c'est une information une explication que nous avons reçue. Vu que eux-mêmes sont dans les éventualités, je le rends comme ça. Le ministre aurait reçu dans son parapheur une pile de documents à signer et qu'il n'aurait pas prêté attention lorsqu'il signait. Première chose. L'autre information, et ça nous vient finalement du ministre lui-même. Le ministre lui-même affirme, et là c'est une affirmation que je fais, le ministre affirme qu'il n'a ni de près ni de loin été associé à la démarche et que ce serait sur le propre chef de M. Sankon que l'écrasement a eu lieu. Première chose. Et je veux terminer rapidement, parce que Antoine, à l'évidence, n'a pas écouté l'explication que je donnais. L'explication que je donnais sur les couleurs claires. Ouais. Le ministre explique les grandes gueules que ni le DCPAF, ni le DGPN, le directeur général de la police nationale, ni lui-même le ministre, ni le conseil interministériel, ni même le conseil des ministres ne peut décider du changement de couleur d'un passeport. Lorsque et ça j'ai bien vu le courrier, ça m'a échappé, j'ai bien vu le document, le directeur central de la police de l'air et des frontières a simplement transmis le document, et ce n'est même pas lui qui a apposé le cachet, c'est le directeur général de la police nationale qui a donc apposé le cachet. Mais il n'a aucun pouvoir, d'après les explications qu'on a obtenues, de dire à Iris, allez imprimer telle quantité, c'est impossible. Ouais. Allez-y, le DG de la police, je le rappelle, relève de l'État. Lorsque le DG approuve une couleur de passeport, on estime, parce qu'à ce niveau, Iris n'a rien à voir dedans. Si l'État, à travers son directeur général de la police, approuve à travers son cachet la confection de passeport de couleur vert clair, Iris ne fait que s'exécuter. On se dit que le DG de la police a eu instruction de l'État pour agir ainsi. De l'autre côté, parce que Tamba a rappelé ce qu'il a dit, il a mis au conditionnel. Si c'était exact, que le ministre, dans son travail, qu'on appelle, dans son parapheur, a approuvé l'écrasement de passeport, c'est qu'il n'a pas été vigilant. Il n'a pas été vigilant, et à ce niveau-là, si ça s'avère exact, il a agi, il a posé un acte condamnable, parce que vous ne pouvez pas, sans prêter attention à un document, signer l'écrasement de passeport et après vous dédire. Parce que j'ai sous mes yeux là un tableau des passeports écrasés. Okay. Dans le tableau, il est indiqué les personnes qui ont autorisé l'écrasement de passeport. Dans la liste des personnes qui ont autorisé, je vois le nom du ministre, sous couvert du ministre de la sécurité et de la protection civile, en date du 23 11e mois 2021. À 19h13 précise, le ministre a autorisé l'écrasement de passeport de façon verbale. L'erreur du DCPAF a été qu'il n'a pas demandé au ministre de lui notifier cela. Alors que son prédécesseur, Keïta, habituellement, lorsqu'on lui dit d'écraser un passeport, il demande à ce que celui qui lui demande de le faire le lui notifie pour qu'il ait une preuve après. L'erreur, il a été naïf à ce niveau. Il n'a pas pris le soin de dire au ministre... Tu parles de Sankon là, hein? Sankon. Il n'a pas dit au ministre de le lui signifier à travers un écrit. Mais ce document atteste que ça a été demandé d'écraser. L'heure est indiquée, la date est indiquée. Le directeur général de la police, M. Koné Abdul Malik, a également... Mais qui nous dit aussi que ce document est faux, Antoine? Lequel? Ben celui-là, qui est en main. La mine. Non mais, je suis désolé, mais, non, mais quand tu dis qu'il n'y a pas de preuve, en fait c'est trop facile. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui peut être palpable, en fait, c'est peut-être s'il a résisté. Là, à ce niveau, vous mettez en doute alors? Non, pas du tout. Non. Tu me dis le document... l'erreur. Attendez, la mine. Il faut qu'on soit conséquent. Tu ne comprends pas ce que je dis. Non, vous ne pouvez pas d'un côté. Tu ne comprends pas ce que je dis. Pas d'un côté. Tu ne comprends vous pas ce que je dis. Vous m'avez demandé la fois dernière. Tu ne comprends pas ce que je dis. Tu ne comprends pas ce que je dis. On m'a posé une question la fois dernière. Qu'est-ce qui prouve que le ministre a autorisé à ce qu'on écrase? J'ai dit que le monsieur dit qu'il a des éléments sous la main. On m'a dit non, il n'y a aucun élément. Ce matin, je vous présente un élément. Vous me dites non, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais je ne vous comprends plus. Soit vous voulez que la vérité éclate, ou vous ne la voulez pas. C'est ce que je veux. Non, je pose des questions. Il pose la question de l'authenticité de ton document. Vous avez une idée préconçue. Ça fait que tout ce qu'on vous dira... Antoine, il demande si ton document est authentique. Non,
ce matin, je reviens sur des faits. C'est du Antoine. Je reviens sur des faits parce que vous ne pouvez pas d'un côté approuver ce que Donc, dit. je défends Tamba. Je ne vous dis pas que je constate juste que la question que vous me posez, ne posez la question à Tamba. Tamba a librement, il a librement exposé. Il n'a posé aucune question contradictoire. À mon niveau, on dit qu'est-ce qui prouve que c'est vrai. Non, c'est moi qui suis. Allez. On revient à 11h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.